Pour venir ici, quand on n'a pas de train, on prend l'autoroute A4. Je parlais de l'autoroute A4, justement. Alors, on la voit ici quand elle arrive dans Paris, le long de la Marne et de la Seine. Enfin, voilà. Et on voit la confluence qui se trouve ici. On arrive vers Charenton, donc je montre quelques images. Et il y a 3-4 ans, j'ai eu une étude qui a duré longtemps, qui a duré plus de 2 ans, 2 ou 3 ans. Qui est la transformation de l'autoroute A4 depuis Paris jusqu'au le bassin de l'Arsenal et depuis Euro Disney, c'est-à-dire 40 km qui sont une sorte de bande témoin qui raconte ça, qui raconte le passage de l'autoroute depuis la campagne jusqu'au centre-ville, puisque l'A4 est la seule autoroute qui rentre en pleine ville, en plein Paris. Avant, c'est aussi des villes. Mais je parle de ça parce que parler des autoroutes aujourd'hui, ça me semblait un peu indispensable dans la crise dans laquelle nous sommes, la notion de transport complexe et de ville que ça représente. Donc raconter la région parisienne à travers une autoroute, c'est aussi pas mal. Donc cette relation à cette autoroute, c'était aussi de dire que les transports lourds, c'est des choses qui viendront dans longtemps. Et entre autres, le métro du Grand Paris, je sais qu'il y a des tunneliers qui travaillent en profondeur, mais c'est aussi l'idée que les autoroutes, c'est en attendant que ça se passe mieux. Donc comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux que la manière dont ça se passe actuellement? C'est-à-dire que cette réinvention de l'autoroute, donc je répète, d'Euro Disney jusque presque le centre de Paris, c'était une commande qui était menée par l'Île-de-France, par 4 départements, 77, 94, 93, 75, par la mairie de Paris, par l'État en même temps. Donc c'est une autoroute qui est très ancienne, qui date de 1933 pour les premiers dessins, qui date de Prost. Et c'est devenu au fil du temps une construction dans les années 60, et puis ensuite dans les années 70, qui a fait des choses particulières comme Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, c'est une sorte de ville linéaire qui s'est installée le long de l'autoroute. On voit cette ligne rouge comme ça, qui s'est installée le long de l'autoroute et qui, avec le RER A en parallèle, a fabriqué une sorte de ville linéaire qui est une espèce de fantasme d'architecte. Soria Imata, qui est un Espagnol qui a beaucoup travaillé sur le sujet, l'a théorisé de manière très très complète au 19e, et de raconter que la ville linéaire, en même temps, on est très efficace pour le transport, et en même temps, on est juste à côté de la nature, de la ville. C'est ce qu'on voit ici. En même temps, la ville, en même temps, la nature. On est toujours à moins de 500 mètres de la nature. Donc la ville nouvelle de Marne-la-Vallée était ce fantasme-là de dire on est au bord de la Marne, même si on ne le voit pas toujours, et au bord de l'autoroute, et puis cette ville continue avec ces 4 phases qui se sont succédées avec le temps. Donc c'est une autoroute qui s'est construite, comme vous le voyez, au bord de la Seine quand on arrive vers Paris, avec, là c'est des photos d'époque, vu les voitures, avec des infrastructures extrêmement lourdes, des travaux très très puissants. On l'a couvert de manière très rare, mais là on voit qu'on l'a fait. Là encore des ouvrages que je trouve plutôt très beaux. Et puis cette autoroute qui passait dans une Île-de-France qui était un peu en construction, et presque la même photo, quelques temps après. Les choses se sont densifiées très très fortement. C'est que cette autoroute qui était juste pour Marne-la-Vallée et puis pour venir à Reims, c'est à peine plus loin, s'est modifiée radicalement. Et aujourd'hui, on a un vrai goût de bouchon sur cette autoroute, et on voit cette carte où on voit tous ces embouteillages permanents. Donc, en plus de ça, l'autoroute A4, c'est devenu un lieu de projet dans cette frénésie des projets qu'a le Grand Paris. Tous les trucs jaunes, toutes les taches jaunes, ça correspond à des constructions supplémentaires. C'est-à-dire que c'est une autoroute qui sert déjà à transporter tous les gens qui sont là, et en plus, il y aura plusieurs hectares, plusieurs kilomètres carrés en modification. Donc, ça pose la question, qu'est-ce qu'une autoroute maintenant quand elle est en ville? Est-ce qu'on la supprime? Est-ce que c'est l'idée de dire on la transforme en boulevard urbain assez classique? Ou bien est-ce que c'est une vitrine un peu étonnante par rapport à des entreprises? Est-ce que c'est des paysages presque de science-fiction? Est-ce que des choses très, très emphatiques et assez beaux comme à Madrid? Donc cette autoroute, en plus ça, elle a comme qualité de traverser des paysages très différents. C'est-à-dire à Paris et puis à Charenton, elle est un peu dans un coteau comme ça, ensuite dans une vallée plutôt, ensuite elle monte sur un coteau, et ensuite on est sur un plateau quand on arrive à Marne-la-Vallée. Donc ensuite ça, je suis un peu
je vais assez rapidement, mais c'est de dire que l'autoroute peut faire autre chose que transporter des voitures individuelles qui sont occupées actuellement sur l'autoroute A4 à 1,1 personne par voiture, ce qui est extrêmement faible. Donc on voit effectivement la capacité d'un support autoroutier par rapport au transport, c'est considérable. Donc j'ai eu la chance de visiter plein de choses qui se font ici ou là. À Grenoble, il y a déjà des fils qui sont dédiés au transport en commun. À Madrid, il y a des autoroutes comme ça avec une file centrale où ça va dans un sens le matin, dans un sens dans l'autre. Ça veut dire que le transport en commun va beaucoup plus vite que la voiture individuelle, puisque ce sont des files qui sont faites pour. À Istanbul, ça c'est carrément une noria de bus quand on vient de l'aéroport et qu'on va vers le centre-ville qui vont très vite, des trucs très puissants. C'est presque le débit d'un RER. Et puis à Curitiba, c'est au sud de Rio. C'est l'idée aussi d'avoir un système de bus qui soit très efficace, presque aussi confortable qu'un train ou qu'un métro. On ne prend pas son ticket directement dans le bus, etc. Donc c'est pour montrer l'efficacité du transport en commun. Donc on a travaillé sous forme de bande dessinée souvent pour montrer comment on pouvait faire entre l'état actuel, qui est une fonction unique, transport de voitures, ensuite avec les pistes dédiées pour des bus à haut confort, et puis ensuite de regarder comment est-ce que l'idée, c'est de dire que par rapport à ce qu'on peut appeler le Grand Paris du lointain, c'est-à-dire, pour être simple, la métropole de Paris se constitue autour d'une zone dense qui a été plus ou moins définie par le métro du Grand Paris. Qui sanctifie finalement la zone dense qui correspond à l'ancien département de la Seine. Et de dire que puisque le 77, le 95, le 91 correspondent, le 78 correspondent aussi à cette Île-de-France, et ça va encore plus loin puisque les Hauts-de-France participent aussi à l'effet Grand Paris, se dire que les voitures peuvent se retrouver à certains échangeurs, on verra, on peut fabriquer des choses à ce moment-là, et ensuite on passe de sa voiture à des bus comme ça qui vont aller vers les métros du Grand Paris classique ou le métro ancien de Paris. Donc ici c'est pour montrer les bus au niveau de service. Ensuite des stations qui peuvent se trouver effectivement sur l'autoroute. Mais c'est une transformation assez radicale, mais qui est beaucoup moins chère que de faire des métros complexes. Et ensuite, d'avoir en zone dense, effectivement, ces stations qui sont au cœur, au centre, sur les bandes séparatrices des autoroutes. Donc c'est tout un boulot qui a été fait avec les autorités compétentes. Donc c'est pas uniquement comme ça, mais c'est de dire effectivement qu'il faut enlever des voies pour les voitures, ce qui pose le problème actuellement, et les remplacer par des bus, par des taxis, éventuellement par des motos, etc. Pour dire qu'on arrive à ce moment-là à remplir beaucoup plus l'autoroute, c'est-à-dire on arrive à transporter beaucoup plus de personnes, même en supprimant des voies et en les remplaçant par des voies dédiées au bus. Donc ça c'est un dessin qui montre un peu la finalité de tout ça, c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer qu'au plus profond de la Seine-et-Marne, on pouvait imaginer qu'il y ait des bus comme ça, qui fassent presque comme une sorte de ramassage scolaire entre les différents hameaux qui sont actuellement pas du tout desservis. On est en plein dans la substance de la crise actuelle, donc de dire qu'il y a des bus qui font une sorte de comme un ramassage scolaire, et ensuite qui prennent cette autoroute et qui s'arrêtent là où il y a des stations de circulation, intermodalité très très costauds. Donc ensuite, on a été très technique par rapport à tout ça, c'est-à-dire la pacification de l'infrastructure, c'est aussi sa transformation par rapport à la vitesse, sachant que 70 km/h, c'est là où on roule le plus vite, où on débite le plus de passagers. Donc transformer aussi l'autoroute, c'est de dire que on roule moins vite, on peut urbaniser différemment. On peut peut-être s'approcher des bords et puis avoir cette distance à la bande roulante. Donc j'ai pas rentré dans les schémas, mais ça c'est pour montrer qu'on gagnait, on met moins de voitures, moins de véhicules, mais on les remplit beaucoup plus. En plus ça, le covoiturage pouvait aussi rouler comme aux États-Unis sur cette piste dédiée. Donc plus d'usagers, voilà, je vais aller très vite comme ça là. C'est en plus de ça, c'est l'idée que si on change la compétence de ces autoroutes, qu'elles supportent ou qu'elles transportent des objets très différents, on peut fabriquer du projet autour de tout cela. Donc là, on a regardé précisément quelles étaient les possibilités à travers
tous les retraits qui ont été faits vis-à-vis de ces infrastructures, et on a des traces très différentes ou des méthodes très différentes d'installation. Et là, on va regarder plus précisément. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les situations où en même temps il y a des délaissés, il y a des lignes de la ligne 15, donc le nouveau métro qui s'installe. Mais voilà, donc il y a beaucoup d'opportunités et de disponibilité foncière dans ce Grand Paris qui n'en a pas beaucoup. Donc effectivement, ici on montre à travers une situation, alors je ne sais pas si on le voyait avant, on ne le voit pas, à travers cette situation, la possibilité de construire beaucoup le long de cette autoroute apaisée. Alors plutôt des bureaux qui protègent des logements qui sont juste à l'arrière. Ici, c'est ce qu'on voit, l'état actuel et ce qu'on propose. Donc des bureaux au plus près ou des locaux d'activité, et ensuite des logements qui viennent s'installer. Là encore, la possibilité de planter en même temps, d'inventer une toute autre autoroute. Donc là, on voit cette bande d'arrêt d'urgence, cette bande rouge correspondant au transport en commun finalement, et ensuite savoir comment est-ce que les constructions peuvent s'installer différemment, sachant que la vitesse est très différente. Donc voilà différentes situations qu'on a proposées pour montrer qu'on peut construire. Il y a des disponibilités foncières considérables à cet endroit-là. Donc ici, c'est une image qui peut montrer effectivement cette notion d'échangeurs qui soient des pôles d'intermodalité très forts, c'est-à-dire on voit un centre commercial qui sont actuellement les centres commerciaux sont en crise, en déshérence, donc de leur dire on peut inventer autre chose à travers une gare qui font que les voitures viennent s'agglomérer à cet endroit-là. On peut remplir leurs coffres même pendant que les gens travaillent, mais de dire que ici c'est une gare de bus qui viennent attraper cette autoroute, et les échangeurs, eux aussi, peuvent se transformer en objets paysages légèrement différents. Donc là, c'était aussi pour montrer comment cette autoroute se transforme quand on arrive dans Paris. Comment au bord de la Seine, elle peut aussi fabriquer un paysage différent que c'est actuellement. Actuellement, c'est très séparateur entre Charenton à gauche et les bords de la Seine et de la Marne. Et là, de raconter comment tout ça peut se traverser, peut se planter, on peut masser des feux rouges. À un moment, les autoroutes, le côté très autoroutier peut se reculer, quoi, être beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est... comment dire, c'est pour montrer que c'est une avenue métropolitaine potentielle qui part effectivement de Bercy, qui va jusqu'à Disney, et qui est en même temps une sorte de banc de témoin de la qualité, de la transformation, de la pluralité des modes d'habiter, des modes de travail, des modes de transport de la région parisienne. Donc ça, c'est une étude assez longue qu'on a faite, qui était très technique, mais qui actuellement nous porte sur beaucoup d'autres projets. Là, je montre juste une image du périphérique vue d'un immeuble qu'on est en train de construire sur le bord du périphérique. Et juste pour dire qu'actuellement, il y a une grande polémique à Paris sur faut-il virer le périphérique, faut-il le détruire, faut-il le transformer radicalement. Et en fait, j'ai écrit une tribune dans Le Monde il y a 15 jours là-dessus, en réponse à Gaspard Kenser, qui était un conseiller de Hollande qui veut, en tant que maire de Paris, futur, potentiel, détruire le périph', et de dire que moi j'ai une tendresse pour les autoroutes et pour le périphérique, sachant que c'est une bande qui est décriée actuellement parce que ce qui roule dessus est fortement désagréable, puant, bruyant, etc. Alors qu'en fait, si on imagine d'autres modes de transport, c'est une chose essentielle dans une agglomération qui est une des plus denses du monde, une des capitales les plus denses du monde, avec l'idée que Haussmann et le métro ont bien sûr été très présents à l'intérieur du périphérique, donc dans Paris, mais que pour aller de Pantin à Clichy, c'est carrément impossible sans périphérique. De dire que le périphérique, c'est un lieu de projet. C'est un lieu où on peut inventer une architecture qui soit pas uniquement faubourienne. On peut inventer beaucoup de choses à partir de ça. Donc, juste de dire que le travail sur les autoroutes, c'est dans le monde entier, et c'est un vrai sujet. Et je pense que finalement, il n'est pas que dans la destruction permanente. Donc, je montrais ça, cette autoroute A4. Ça me permettait d'aller vers Reims. Voilà, c'est pour dire que j'ai la chance d'avoir gagné un concours il y a quelques années pour savoir comment transformer cette partie que vous connaissez beaucoup mieux que moi. On voit la halle de Fraissinet en bas à droite. Et c'était l'idée
que je proposais, c'est toujours en rapport avec le Grand Paris, c'est que finalement, ayant travaillé avec les différents présidents sur le Grand Paris pendant 8 ans maintenant, ou une dizaine d'années, c'est depuis 2008, on sait que le tourisme, enfin entre autres le tourisme, était un impensé de ce Grand Paris. Alors qu'en fait, parce qu'on sait que tout le tourisme est concentré très fortement dans Paris même, il y a des exceptions qui sont le château de Versailles, il y a peut-être des choses qui vont se passer à travers une cité de la gastronomie qui sera située vers Rungis-Orly, il y aura éventuellement, mais c'est pas sûr du tout, quelque chose qui s'appelle Europa City, qui est entre le commerce, le tourisme, le loisir, la fête à neuneux, tout ce qu'on veut, qui va se trouver à côté de Roissy. Et il y a une sorte de quadrillage ou de points cardinaux touristiques qui s'installent comme ça. Et il y a bien sûr le cluster de Val d'Europe, c'est-à-dire Euro Disney, qui se trouve à 45 minutes environ en transport en commun. C'est-à-dire que Versailles et Val d'Europe, c'est 45 minutes. Et Reims, à travers son TGV, est aussi à un peu plus de 45 minutes, mais guère plus. C'est-à-dire on peut considérer que Reims, qui est une ville extraordinaire à bien des points de vue, c'est écrit ici, par rapport à l'UNESCO, par rapport aux étudiants, par rapport à sa vie, par rapport à son champagne, tout le monde sait ça, c'est une autre perception qui peut s'opérer sur Reims dans les temps à venir, sur cette notion de tourisme d'une journée ou de tourisme de 2 jours, de dire que il y a une attractivité nouvelle qu'il faut inventer, et c'est à partir de la gare que tout ça s'installe. Donc là, je ne vais pas rentrer dans des histoires que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais c'est pour dire que, à travers, entre autres, des maisons du Champagne et du rapport entre la ville et la nature, c'est-à-dire on peut même sortir du centre-ville et aller voir comment ce champagne se produit ou se croît, mais de montrer tout ça, la notion de vignoble, etc. Et que là, on est dans une relation touristique nouvelle grâce à ce TGV qui apporte plein de bienfaits, entre autres celui-là. Et de dire qu'effectivement, on est dans un site d'exception et de parler de la géographie à cet endroit-là, de la partie ville historique et la partie naturelle, depuis la montagne de Reims, la butte de Brémont qui se trouve au nord, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a même des couloirs écologiques et paysagers qui peuvent s'inventer au milieu de tout ça. Donc là, c'est le projet tel qu'il a été imaginé ou décrit depuis le début, c'est-à-dire à travers cette ligne rouge, où effectivement c'est la transformation des grands jardins, c'est tout le site de la Cernam et plus tard d'autres sites plus au nord qui vont être transformés. Donc c'est un travail d'espace public en premier lieu et d'équipement pour dire que là il y a une polarité avec des nouveaux attraits par rapport à la population en premier lieu et aussi par rapport à des tourismes potentiels. Donc on connaît tout à fait ce site, entre autres cette très belle image de la halle. C'était un projet qui était fait de manière assez exemplaire du point de vue concertation, du point de vue des enquêtes, etc., pour savoir quel était le souhait de tout ça. Et ici, c'est le périmètre d'une ZAC qui est un lieu très, très actif, très rapide du point de vue fabrication des choses, où il y a cette grande piscine, enfin qui est un centre aqualudique dans lequel il y a une patinoire, il y a une piscine, il y a beaucoup de choses. Le concours a eu lieu, le chantier est largement commencé. Il y a aussi une sorte de salle événementielle qui est en cours de finalisation du point de vue études. Et puis ensuite, il y a des logements, il y a un parking, et puis une réflexion qui est en cours sur qu'est-ce qu'on peut faire de cette halle. Donc c'est un vrai sujet dans les temps à venir. C'est pas encore exactement le moment de commencer les choses. C'est un monument historique que vous connaissez, qui est très complexe. Et savoir comment est-ce qu'on pourrait trouver une programmation adaptée à ça, c'est un vrai sujet. Toutes les villes s'interrogent sur ces grandes structures pour savoir comment passer d'une activité à une autre. Donc là, on voit le complexe aqualudique qui est le déclencheur par rapport à tout ça, qui va amener une population importante, autant par rapport aux loisirs, au sport qu'aux loisirs, que à toutes les festivités qui se passeront autour de ça. Il y a, vous voyez, la salle événementielle, les bureaux et les logements qui sont un peu plus au nord, et puis la porte de Mars dans lequel il y aura d'autres éléments.
Donc ici, ça correspond à cette piscine qui a été dessinée par Marc Mimram, avec une toiture très, j'espère qu'elle sera comme ça jusqu'au bout, comme une espèce de plissé très agréable, que je montre là. Et puis la salle événementielle qui, elle, est faite par Villemotte. Donc tout ça avec des espaces publics généreux, qui sont piétons, sur lesquels la foule pourra venir de manière très sécurisée. Donc voilà, c'est quelques images par rapport à ça. Et ensuite, on a le réaménagement des promenades qui est fait par Jacques Inosti, dans lequel il y a pas mal de voitures qui sont enlevées, mais qui sont recasées ailleurs, entre autres dans le grand parking qui est fait à côté de la piscine, et puis un autre à la place du poste de police qui est là. Donc beaucoup de places sont reproposées et vont libérer ce grand jardin. Donc on voit les promenades qui sont là et leur transformation à travers, alors c'est le travail de Jacques Inosti, à travers une thématique de l'eau, où là on a des miroirs d'eau et des jets, etc. Enfin, je montre tout ce qui est là. Alors, en cours de réflexion actuellement, comme je l'ai dit, il y a les halles du Boulingrin et puis la place du Boulingrin, sur lequel il y a un parking actuellement. Donc on voit ce lieu formidable qui pose des tas de problèmes techniques parce qu'il doit être ventilé en permanence, qui ne peut pas accepter de choc thermique complexe ou trop fort entre la partie supérieure et inférieure, entre la partie extérieure, parce que s'il fait moins 15 dehors et qu'on veut 15 degrés à l'intérieur, ça fait des chocs thermiques qui sont très dommageables par rapport à la structure intérieure, par rapport au choc sur le béton. Donc on est en train d'imaginer comment aussi, par rapport aux bâtiments qui sont juste à côté, comment imaginer un lieu qui soit ou la maison du champagne ou quelque chose qui tourne autour de ça et qui puisse être des lieux de belvédère sur la voûte de cette halle et un peu plus loin. Alors je n'ai pas montré d'image de ce qu'on propose, mais ce serait de dire il y a pour l'instant, enfin il y a des images de référence ou des choses qui ont été faites un peu dans ce genre-là, que ce soit la halle Paul Bocuse à Lyon, ou bien des choses à Bordeaux qui existent comme ça. Comment faire un lieu qui puisse fédérer éventuellement autour du champagne certaines choses autour du culinaire, etc. Donc c'est éventuellement dans cette halle, éventuellement dans l'îlot qui est à l'arrière, dans lequel il y aura d'autres équipements, d'autres choses, des hôtels, du logement et beaucoup d'autres choses. Donc tout ça pour dire que entre la salle événementielle, le complexe aqualudique, et tout ça, on a une nouvelle polarité qui tournera autour du loisir, qui sera très, à mon avis, très efficace. Et ça va actuellement dans un calendrier qui marche plutôt très bien, assez rarement quand on voit les projets urbains ici ou là. Voilà, donc je parle pas tellement plus de Reims, mais c'était pour expliquer ou pour raconter finalement cette autoroute A4, cette ligne de TGV, et que Reims appartient aussi à une dynamique du Grand Paris qui est assez efficace et qui peut changer un peu la donne, et comment accueillir dans ce tourisme d'une journée, d'un week-end ou de 2 jours des touristes qui peuvent quitter Paris. Je vais parler un peu de Marseille aussi, par rapport à un projet que on mène depuis assez longtemps. J'ai parlé que de projets urbains ce soir. C'est sur Euroméditerranée, qui est une des plus grosses opérations en ville de toute l'Europe. Puisque ça correspond en tout cas à la partie dont je m'occupe à 180 hectares, je crois. Donc c'est juste pour montrer Marseille dans une sorte de caricature de cette ville. On a tout ce qui est au sud, ce sont les calanques, enfin on voit peut-être mieux ici, ce sont les calanques, c'est un paysage extraordinaire, etc. Et au nord du Vieux-Port, ça correspond plutôt à tous les réseaux qui arrivent du nord, de Lyon, de Paris, etc., et qui viennent se focaliser dans certaines gares ou certains accès à cet endroit-là, et qui finalement, dans ces entres-là, ont fabriqué les grands ensembles que l'on connaît des quartiers nord, dans un endroit assez complexe et pas toujours très évident. Donc là, on voit le Vieux-Port, et puis ensuite en rouge, la première partie dans laquelle il y a le Mucem, il y a une tour de Nouvelle récente, une tour de Zaadid, pas mal de choses comme ça, et la partie en bleu correspondant à la possibilité de rejoindre un peu les quartiers nord dont on entend parler de temps en temps. Donc je vais aller vite là-dessus, mais c'est pour montrer quelques images qui montrent Marseille
comme ça, c'est-à-dire la mer qui est très loin et très proche. C'est-à-dire à l'image du haut, on voit la mer, le port avec ses installations. Le port autonome est très autonome. Ensuite, on voit des lignes de chemin de fer, on voit des autoroutes, on voit des murs de soutènement très costauds avec un système routier très présent, et ensuite des habitations, des constructions qui sont un peu paumées au milieu de tout ça. Donc quelques images qu'on avait fait comme ça pour montrer cette autoroute en l'air. La grille blanche correspondant à la fermeture du port autonome, et puis ces gens qui habitent au milieu de tout ça, avec des passerelles de temps en temps qui enjambent ces infrastructures, et puis cette autoroute ou ces autoroutes qui sont omniprésentes pour passer d'un bout à l'autre de la ville. Ici, alors je montre cette image-là parce qu'il y a une petite rivière qui est en bas à gauche là, une petite rivière, enfin un petit ruisseau comme un égout à ciel ouvert qui se trouve là et qui était un peu l'énigme de ce projet. Et ici, c'est encore 2-3 images de ces quartiers où ça vit, où enfin il y a des vies qui s'installent, mais de manière pas toujours très évidente. Et un marché aux puces entre des autoroutes et des quartiers comme ça, qui est le plus grand de tout le sud de la France. Et puis ces autoroutes qui sont aussi le lieu de tous les imaginaires et toutes les consommations possibles actuellement. Donc voilà, ça c'est une image de ce nord du Vieux-Port, je dis pas des quartiers nord, mais après le panier, ça c'était vu de la tour de Zahadid pour montrer un peu comment ça se passe. Donc cette omniprésence de tous les réseaux et ce port à droite qui est autonome, qui n'appartient absolument pas à la ville, sur lequel il se passe pas toujours grand-chose et qui attise beaucoup de convoitises. Là on voit donc la mer est juste derrière moi finalement, et ici, vous voyez les quartiers qui sont derrière, avec encore des containers, certaines choses comme ça, et beaucoup de déshérence par rapport à un port qui était très actif à un moment, qu'il est beaucoup moins maintenant, pour des mille raisons, dont celle de l'absence ou de la disparition des colonies, et puis tous les conflits qu'on a pu imaginer, puis le passage à Fos-sur-Mer un peu plus tard. Donc le littoral marseillais, c'est une séquence exceptionnelle pour aller de l'Estac jusqu'au Calanque. On a des suites qui sont absolument extraordinaires. Et c'est en fait Marseille, ça fait partie aussi d'une sorte de métropole de fête. Avant l'idée de la métropole administrative, c'était une métropole qui se fait au quotidien entre Marignane, Fos-sur-Mer, Aix-en-Provence, la gare TGV d'Aix-en-Provence, les milles, plans de campagne, etc. Et tout ça vient rentrer comme un angle actif dans Euromed. Alors, on a fait plein de cartes pour montrer effectivement cette notion de réseau omniprésent. On a essayé de faire des cartes qui n'existaient pas de la relation entre l'activité portuaire et l'activité urbaine. Et là, on s'installe. Enfin, le projet, c'est de s'inscrire dans cette qualité exceptionnelle qu'à Marseille de s'afficher sur la mer. Le MUSEM l'a montré récemment. D'autres tours le montrent, mais la Major l'a montré avant. Enfin, le rapport à la mer est omniprésent du point de vue de son affichage. Et voilà, c'est comment s'installer au milieu de tout ça. Alors, on a fait un plan guide, je vais aller assez rapidement par rapport à ça, mais il y a dans ce plan guide, d'abord l'idée de cette corniche. La corniche, elle existe au sud de Marseille, pour ceux qui connaissent, mais au nord, il y a toute cette autoroute qui est plutôt comme ça. C'est-à-dire ici, on est tout au bord de la mer, mais finalement, il y a 3 barrières. Il y a ce mur en moellon qui cache les trains, il y a l'A55, l'autoroute qui est au-dessus, et au loin, vous voyez les installations portuaires. Donc ensuite, c'est regarder comment cette autoroute peut se transformer. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire cette autoroute qui est sur un viaduc. Le viaduc est en mauvais état. Il va sans doute subir le contre-coup de gêne, c'est-à-dire une sorte de principe de précaution par rapport à son existence. Savoir comment est-ce qu'on peut commencer à construire, quand même sur ce terrain qui sont peu en hauteur, sachant que la mer est à gauche. Et ensuite, comment pouvoir encastrer cette autoroute un peu comme une autoroute de montagne à flanc de coteau, à moitié couverte. Comme ça, et une fois que c'est réalisé, on peut casser le viaduc que vous voyez là en pointillé. Donc c'était les dessins du concours, là, de dire qu'on peut inventer une corniche au nord de la ville, avec vue sur ce paysage maritime et portuaire et industriel extraordinaire, et en dessous être sous une dalle, si vous voulez. Ça, c'est une corniche, c'est une autoroute enfouie mais ouverte sur le côté. Donc c'était les images qui montraient effectivement cette possibilité
d'une promenade extraordinaire qui va descendre jusqu'au Vieux-Port. Puisque cette corniche comme ça, on se débrouillait pour la réinjecter, la remettre dans le tissu de la ville. Donc ça, je ne vais pas entrer dans les dessins techniques par rapport à ça, mais c'est l'idée. Alors ça, c'est en train d'être fait. L'autoroute, on peut pas la changer maintenant, c'est un peu cher, c'est pas les investissements sont pas extraordinaires par rapport à tout ça, mais on sait que ça se fera un jour parce que l'autoroute est abîmée. Mais en attendant, on est en train de faire déjà toute une première partie de cette corniche avec des réservations pour que l'enfouissement puisse se faire, l'enfouissement latéral puisse se faire juste après. Donc ça montre un peu tout ce travail-là. Enfin, ce que je vous ai déjà montré avec ce travail en plusieurs phases. C'est très complexe, c'est de la voirie, mais c'est très complexe pour dire que on laisse la possibilité de le faire pour dans quelques années ou pour une génération future. Voilà. Et ensuite, il y a l'idée, pour faire un plan guide sur une telle dimension, on part sur des choses qui sont assez fortes, assez frappantes. C'est-à-dire, d'abord, il y a cette corniche. C'est-à-dire, ce qui est important dans un projet urbain, c'est qu'est-ce qui reste quand le temps passe. C'est-à-dire, ce ne sont pas des formes de rues, des formes de courbes, ou je ne sais quoi, je sais pas quoi. C'est-à-dire de dire, on va travailler sur la transformation d'une autoroute, et l'autre chose, c'est d'inventer un lieu géographique. Le fait naturel que j'évoque là, c'est de dire que la petite rivière que je vous ai montrée tout à l'heure, elle existe, c'est une rivière cachée sous les dalles des SNCF, des gares, etc. Et ça, on voit le réseau hydrologique avec les inondations potentielles que ça procure actuellement. Donc l'idée, c'est de fabriquer une sorte de parc qui va de l'étoile à la mer, c'est-à-dire de la montagne qui est juste derrière jusqu'à la mer. Et c'est une rivière que j'ai montée à pied, d'ailleurs jusqu'à 600 mètres de haut, qui est un lieu extraordinaire par rapport à des espaces naturels. Ça, on est dans Marseille, comme ça, avec un lieu 19e siècle formidable. Ici, on rentre dans la ville, on sent encore la vallée dans le creux, comme ça, avec une rivière au fond. Et puis, au fur et à mesure qu'on rentre dans la ville, il y a cette rivière qui devient un peu canalisée, un peu compliquée. On la voit un peu dans le fond, comme ça. Plus on arrive en ville, plus elle est planquée, et puis ensuite, elle est totalement couverte. Donc, l'idée, c'était de dire, on va découvrir cette rivière, ce qui est en train d'être fait, parce qu'une gare va bouger. On a la chance de pouvoir bouger cette gare et de pouvoir faire un parc à la place d'une partie de cette gare, et de dire que finalement, on va fabriquer un jardin submersible. Ces inondations, on va pouvoir les gérer par la qualité du jardin. C'est-à-dire ici, je montre de manière assez simple la gare telle qu'elle est actuellement, et pour inventer l'histoire d'une vallée plate. C'est-à-dire, on voit les habitations qui sont de part et d'autre, et ensuite un système topographique assez simple où on garde cette buse, mais l'eau va passer à l'air libre, et de dire qu'en cas d'inondation, le parc se remplit. J'ai vu ça dans d'autres pays, dont en Inde, et de dire que là, on a la possibilité donc d'avoir un parc confortable avec une rivière. On a testé l'eau, on l'a analysé, donc elle ne pose pas de problème de pollution. Et quand il y a une inondation, eh bien le parc est fermé effectivement, sinon ce serait dangereux. Et c'est un parc suffisamment robuste pour pouvoir recevoir tout ça. Donc là, ça montre effectivement les premières phases de ce parc qui sont en train d'être faits. Ça, c'est en train d'être réalisé. C'est un projet à très long terme. On a commencé ça il y a 8 ans. On est à Marseille, les choses sont lentes et ça va pas. C'est pas très facile, donc on est en train d'inventer les premières parties de ce parc. Je vous montre quelques images comme ça. Voilà, et toujours les présences des infrastructures. Là, c'est le métro qui va passer au milieu des premières parties de ce parc. Et ici, comment la rivière s'installe au milieu de tout ça. Bon, les projets, ça. Ensuite, si vous voulez, une fois qu'on a ces deux systèmes, le système autoroutier et le système du parc, ensuite, c'est une histoire de tracé urbain qui est presque préexistant. Savoir comment est-ce qu'on va selon les parcelles, selon ce qui préexiste, on va avoir un système de rue très simple. Et un des grands combats que j'ai mené et dans lequel je me suis beaucoup investi et je suis très fier, c'est la conservation de ce marché aux puces très étonnant, qui est une grande halle immense dans lequel finalement il y a des dizaines de milliers de personnes toutes les semaines qui viennent acheter plein de choses. Donc voilà, ça c'était pour montrer le travail sur Marseille qui est très long,
très compliqué, parce que c'est une ville, comme vous le savez, qui est pas très simple, dans laquelle il n'y a pas d'investissement fou comme on peut trouver à Paris, mais qui se fait au jour le jour, en fonction des aptitudes des uns et des autres. Je suis diplomatique. Là, je voudrais juste montrer encore un projet qui est à la Grande Motte. Ça, c'est un concours qu'on a gagné très récemment, et on a gagné, je crois, au mois de juin, un truc comme ça. Et c'est la transformation de la Grande Motte. Pourquoi j'en parle? Parce que précédemment, on a fait une étude qui a duré 2 ou 3 ans sur la capacité de mutation de Montpellier. C'est un projet presque politique, c'est-à-dire que Montpellier et 31 communes qui sont autour s'inventent un projet métropolitain. Donc la question qui était posée, c'était aussi une sorte de concours, c'était savoir comment inventer un avenir urbain, quelle est la stratégie urbaine sur 40 ans. Je trouve que c'est très prétentieux de dire qu'on travaille pour 40 ans, mais enfin voilà, c'était l'idée de dire que je ne vais pas raconter ce projet parce que c'est très complexe, c'est très politique. Mais Montpellier, je montre comme ça, c'est la petite tache rouge qui est en plein milieu, comme ça, là, la petite tache rouge qui est là. Voilà, ça c'est le cœur de Montpellier. Montpellier a toujours souffert d'être très loin de la mer. Il y a une dizaine de kilomètres. Et à chaque fois, c'était de la part de Frêche, de la part de tout le monde, savoir comment aller vers la mer, etc. Et ce qui est assez beau à Montpellier finalement, c'est qu'il y a 1000 manières d'habiter. C'est-à-dire, il y a cette ville très active entre Montpellier-Centre et le littoral, qui est actif. Maintenant, il y a 2 autoroutes, une nouvelle gare, etc. Ici, il y a une sorte de grand amphithéâtre. On appelait ça espèce de grand amphithéâtre vert qui se trouve tout autour de Montpellier. Il y a le Pic Saint-Loup, il y a les coteaux des Cévennes, il y a beaucoup de choses. Et il y a plein de hameaux. Il y a des autoroutes et des routes pour y aller qui sont plutôt assez confortables. Et on peut vivre là de manière piscine, un peu à l'américaine presque. Et sinon, pour ceux qui veulent habiter le centre-ville, ils peuvent. Cette étude, elle était menée d'ailleurs sur un principe de comment. Montpellier, c'est la ville la plus touchée par le risque. Et c'est le risque de l'incendie, le risque des inondations, des épisodes cévenols, qui sont des inondations qui viennent de la pluie, qui viennent s'abattre sur les Cévennes. Et puis, en plus ça, les inondations dues à la fragilité du littoral, qui viennent bousiller un peu les étangs qui sont en bord ici, et qui dans les 10, 20, 40 ans, 50 ans à venir, vont certainement être encore plus dégradés. Donc il fallait trouver un avenir à tout ça. Je peux pas le raconter très vite, donc je montre juste comme ça, mais finalement, on a cette côte qui est là, qui est la côte languedocienne, qui est assez étonnante. C'est une plage comme ça, qui peut être qui était considérée comme très moche à une époque. Et quand on a répondu à ce concours de la Grande Motte, c'était un peu l'idée de dire que on va vivre différemment encore dans cette métropole. C'est-à-dire on peut habiter la montagne, la campagne, les vignes, on peut habiter le centre-ville, on peut habiter ces immeubles un peu extraordinaires fabriqués par les uns et par les autres dans ce qu'on appelle l'Ode à la mer, avec des typologies absolument étonnantes. Et donc ça nous a ramené longtemps en arrière à la mission Racine, qui était un grand commis de l'État et qui avait comme mission de dire qu'il fallait plus aller sur la Costa Brava, de dire qu'il fallait arrêter les Français qui allaient trop passer leurs vacances en Espagne. Donc c'était l'urbanisation de la côte languedocienne. Donc c'était un très grand projet avec des grands commis de l'État qui se sont installés sur ce site pendant longtemps. Donc ils ont travaillé selon des tas de choses, dont la carte des vents, etc. Et ils ont fait des projets. Et ça, c'est le projet de Jean Balladur, qui est un architecte de cette époque, cousin d'un Premier ministre connu. Et sa ville, c'était une ville nouvelle finalement qui a pas mal fonctionné, quoi. C'est-à-dire, ils ont demandé à Balladur de manière assez libre de faire un plan. Donc, il est parti d'un port que l'on voit au cœur de cette image, et ensuite toute une installation en fonction du vent, en fonction des courants qui ont décrit ce port pour fabriquer une ville assez étonnante. Donc là, c'est les images avec un imaginaire même des pyramides qui venaient de ces voyages faits ici ou là, entre autres au Mexique, etc. Et vous voyez le défi d'aménagement qu'il y a eu, parce qu'on partait de cette zone qui était
assez difficile. Ils ont surélevé le sol de 2 mètres, fabriqué ce port. Il n'y avait aucune crainte par rapport à l'investissement et il y avait énormément de moustiques. Ils ont aspergé de tonnes et de tonnes d'anti-moustiques, tout ça, avec des hélicoptères, des avions, tout ça, tout ça. Donc des choses qu'on ne pourrait plus faire pour les raisons que vous imaginez. Donc il y a eu des projets qui sont sortis, comme ça, cette ville avec l'imaginaire de Balladur. Il y a une trentaine d'agences qui ont travaillé dessus, mais c'était avant tout son imaginaire par rapport à ses formes, son cahier des charges, avec un système de vacances pour tout le monde, un système très simple, habitation, plage, port, etc., quoi. De temps en temps, quelques piscines au bord d'un hôtel, mais cette plage, en fait, ce système qui peut paraître un peu abrupt comme ça, parce que un peu simple, mais dans lequel il y a des moments savoureux d'architecture. Il y a des sculptures habitées que je trouve assez belles. Et il y a eu 30 000 arbres qui ont été plantés, 30 000 pins qui ont été plantés. Un travail considérable fait par un paysagiste qui s'appelle Pierre Pillet. Et on voit effectivement cette civilisation qui s'est découverte à ce moment-là, une sorte de plaisir un peu décomplexé comme ça, avec une ville qui finalement passe de 100 000 habitants à 9 000 habitants pendant l'hiver, mais qui est un patrimoine finalement qui a été classé patrimoine du XXe siècle, avec ses formes très étonnantes, et cette nature omniprésente qui, au bord des étangs qui sont juste à l'arrière. Donc voilà encore cette trame très orthogonale. Je montre tout ça. Et en plus ça, un côté presque enfantin, c'est-à-dire il y a les pyramides un peu très anguleuses comme ça, et celles-là qui sont plus molles, il y avait le quartier féminin et le quartier masculin. Et puis tout ça se retrouvait autour du port. Donc 50 ans de la Grande Motte, ça a été inauguré en 68, et là c'est l'âge 2 de la Grande Motte, c'est de savoir comment on peut poursuivre cette aventure. Donc je me suis beaucoup promené au milieu de tout ça, donc au milieu de cette ville qui était dessinée depuis le bord de mer, qui est dessinée comme ce qu'on peut appeler la géomorphologie, c'est-à-dire comment quelqu'un qui arrive en bateau croit voir une sorte de paysage qui vient se confondre avec le pic Saint-Loup et les Cévennes qui sont au loin. Donc ici ce côté très paysager, c'est-à-dire qu'on voit généralement l'image du bas comme le béton partout, mais en fait il y a surtout le béton qui protégeait tout ce qui est à l'arrière. Donc avec le nautisme qui est maintenant une vraie valeur économique de ce pays, et puis du bioclimatisme, une réinterprétation de l'architecture balladurienne, comment faire aujourd'hui, et comment est-ce qu'on travaille une ville bioclimatique aujourd'hui. Donc je vais aller assez rapidement là-dessus, et le principal enjeu, c'était de dire que effectivement tout ça a été construit comme une station de ski, c'est-à-dire avec des petits studios, des petits 2 pièces. Comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ça en ville permanente, puisqu'on est finalement à 15 km de Montpellier, ce qui correspond tout à fait à une aire métropolitaine classique. Donc ça, c'est pour dire que pour dessiner le projet, il fallait refaire le port, il faut faire des espaces publics, il fallait construire sur un terrain vide qui se trouve là. On s'est inscrit dans cette histoire de géomorphologie, c'est-à-dire continuer à imaginer que des habitations, des quartiers puissent continuer cette belle histoire de cette silhouette très étonnante. Donc là, c'est la situation actuelle de la Grande Motte. Ici, c'est le port que l'on a proposé avec 400 anneaux en plus, avec l'idée d'une prolongation de certaines rues qui viennent se transformer en jetées et qui viennent reconfigurer tout ce site, parce que cette ville, elle a commencé avec le port, donc on rénove le port pour régénérer cette ville. Donc là, on voit cette manière de faire comme ça. On voit l'image en bas à droite de l'état existant et l'état futur qui est là, avec une île, une sorte de presqu'île qui se trouve au centre là, sur lequel on mettra toutes les activités nautiques, entre autres de fabrication de trimarans ou de catamarans. Donc ensuite, tout un travail comme ici sur les promenades, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transférer la voiture ailleurs, faire des promenades au bord de mer, parce que là encore, il y a toujours des parkings entre le port et la promenade des piétons. Donc on a montré beaucoup de dessins par rapport à l'usage permanent qu'on peut avoir de ce bord de port, enfin de ces quais, pour avoir des nouvelles activités, y compris sur les toitures, sur les places. Je vais aller rapidement là-dessus. Donc ça, c'est les images qui nous étaient données pour le concours, donc elles sont un peu arides, mais ça, c'est l'état actuel. Et ensuite, savoir qu'on va pouvoir planter différemment que ce qui avait été fait. C'est-à-dire, Pierre Pillet, le paysagiste, considérait qu'il ne poussait rien à cet endroit-là. On a remarqué qu'il y avait des choses qui poussaient. Donc on va redonner à ce bord de mer un côté un peu plus habité par les plantes.
Donc on a analysé toutes les plantes qui pouvaient pousser là. Et dans cette nouvelle équation ville-port, c'est de regarder effectivement comment est-ce qu'on peut pouvoir agrandir ce port, fabriquer ces halles nautiques qui sont en plein milieu comme des architectures qui se rapprochent en plus ça de cette formalisation baladurienne. Et voilà, donc ça c'est le projet tel qu'il s'établit avec ces nouvelles installations portuaires de fabrication de bateaux. Je vais aller assez rapidement là-dessus. Les déblais pour creuser le port fabriquent de nouvelles plages. Donc on agrandit les plages le long de ces jetées. Tout ça est fait avec des bureaux d'études très pointus pour les courants, etc. Que tout ça ne soit pas complètement enlevé par la première tempête. Et ici, ça montre comment est-ce qu'on peut fabriquer de nouvelles habitations par rapport, nouveaux cahiers des charges par rapport aux constructions que l'on propose. Donc là, ça montre effectivement, je vais peut-être aller directement là, non, là, c'est pas là. C'est-à-dire qu'on va inventer du parking qui va être pris dans une ganse ou qui va être protégé par des maisons de plage, on appelle ça, et ensuite des terrasses et une manière d'habiter avec des grands logements qui va faire une sorte de rupture par rapport à l'offre habituelle, pour dire qu'on habite là en permanence, y compris il y a des lieux de travail au milieu de tout ça. Donc pour dire que les gens qui veulent habiter là, travailler là, peuvent le montrer. Donc c'est ces maisons de plage, les parkings. Et je vais rentrer dans les détails par rapport à ça, c'est-à-dire comment est-ce que tous les rez-de-chaussée peuvent être très actifs, ou par des commerces, par des maisons de plage, par des petites industries, etc. Et là, c'est ce on a travaillé par ce qu'on peut nommer le paramétrisme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner, on a des logiciels par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut donner des indicateurs par rapport à un plan masse selon des notions d'ensoleillement, des notions de prospect, des notions de vue, de telle manière que le plan masse ne soit pas dessiné par une machine, mais qu'on ait tous les indicateurs pour savoir que les appartements aient toutes les qualités potentielles, se protéger, mais laisser voir, quoi. C'est-à-dire, on travaille sur pas mal de projets avec ce système-là. C'est-à-dire, on imagine qu'on est un peu comme un sculpteur avec un énorme bloc au début, et ensuite on donne des indications, y compris de profondeur de terrasse, y compris d'ensoleillement, etc. J'en ai déjà parlé, et qu'à la fin, tout ça se creuse, se sculpte selon ce paramétrisme, et fabrique des immeubles qui sont un peu dans la veine de ce qui était produit par Balladur, avec cette notion étagée, cette notion un peu paysagère comme ça, mais en même temps qui offre beaucoup plus de qualité que ça avait à l'époque. C'est-à-dire comment, 50 ans après, rester dans la même veine, mais en offrant beaucoup plus. Donc c'était un peu l'idée de dire on peut réinventer des villes nouvelles qui étaient un peu étonnantes, qui était un peu bizarre, qui a été pas mal décrié, mais qui marche finalement pas mal. Ça, c'est une photo de Cartier-Bresson que j'aime beaucoup, qui montre un peu le plaisir du début qu'il y avait dans l'invention de cette ville, où il y avait un enthousiasme par rapport à ça. L'enthousiasme, c'est un peu tombé, mais qu'on va réinventer un monde par rapport à ça. Et depuis que j'ai gagné ce concours, c'est vrai que tous les architectes de la place parisienne et un peu plus me téléphonent pour construire à cet endroit-là. C'est une espèce de mec, une espèce de truc absolument extraordinaire pour tout à chacun. Voilà, j'ai parlé un peu rapidement, mais pour qu'on ait un peu le temps de parler, j'ai montré quelques projets comme ça, mais surtout des projets urbains. Je n'ai pas monté d'architecture. Je trouve ça plus intéressant de dire, on va parler de la ville, des autoroutes, des manières de transformer le territoire à grande échelle. Voilà.